érosion de la biodiversité, contribution au réchauffement climatique en réduisant la capacité de stockage de carbone du sol, augmentation des risques naturels par ruissellement, limitation de la productivité alimentaire de nos territoires du fait des grignotages des espaces agricoles et également, lorsque l'étalement urbain n'est pas maîtrisé, dépendance à la voiture, augmentation des déplacements et éloignement des populations des emplois et des services publics. Aujourd'hui, 3,5 millions d'hectares sont artificialisés en France. L'artificialisation des sols a augmenté presque 4 fois plus vite que la population. Entre 20 000 et 30 000 hectares sont consommés chaque année sur la nature et les terres agricoles, soit plus de 4 terrains de football par heure. Pour remédier à cette situation, le gouvernement a fixé un objectif de zéro artificialisation nette. Si les enjeux sont bien partagés, l'atteinte de cet objectif soulève des questions de mise en œuvre. Qui doit agir? Quels moyens doit-on y consacrer? Comment cet objectif très ambitieux est accepté et relayé par les acteurs? Un groupe de travail partenarial a été mis en place, qui a remis ses conclusions. Et dans le même temps, la Convention citoyenne sur le climat s'est saisie du sujet et a formulé des propositions. Et force est de constater que, sur les territoires, beaucoup d'acteurs se sont déjà engagés en faveur de la sobriété foncière. Pour échanger aujourd'hui sur ces objectifs et sur les solutions possibles sur les territoires, nous accueillons Laurane Bailly. Bonjour, Madame Bailly. Bonjour. Laurane Bailly, vous êtes directrice générale de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais. Vous apportez un appui aux collectivités pour la maîtrise de leur foncier et le recyclage des espaces dégradés. Nous vous écouterons tout à l'heure. Nous accueillons également Jean-Luc Perrat. Bonjour. Bonjour à vous. Monsieur Perrat, vous êtes maire d'Anor, petite commune du département du Nord qui s'est renouvelée sur elle-même depuis 30 ans avec un temps d'avance sur la logique du zéro artificialisation nette. Nous sommes impatients d'entendre votre retour d'expérience. Et enfin, nous accueillons Jean-Baptiste Butelaine. Bonjour. Bonjour. Monsieur Butelaine, vous êtes sous-directeur de l'aménagement durable à la DHUP, la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, à la DGALN, au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. On va commencer par vous écouter, Monsieur Butelaine, pour bien comprendre les objectifs fixés par l'État dans le cadre du zéro artificialisation nette. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous rappeler brièvement l'historique et nous poser le cadre des réflexions et des dispositions prises au niveau national ? Bien sûr, merci beaucoup pour votre invitation, Madame Phélep. Votre introduction a parfaitement brossé le constat qui est désormais bien partagé. La réalité de l'artificialisation ne fait pas de défaut, pas plus que les constats d'ailleurs, et les conséquences environnementales, sociales et économiques qui sont désormais bien partagées. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a souhaité fixer un objectif ambitieux de zéro artificialisation nette dans le cadre du plan biodive de 2018. Et pour éclairer sa décision, il a souhaité réunir un groupe de travail partenarial qui s'est réuni depuis juillet 2019 et qui a remis ses conclusions en juillet 2020, comme vous l'avez dit, à peu près en même temps que les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat. Voilà. Donc l'objectif posé par le gouvernement à la suite de ce groupe de travail est clair. Il est de réduire l'artificialisation des sols de 50% d'ici 10 ans par rapport aux références des 10 dernières années. Et pour y parvenir, plusieurs leviers, plusieurs axes de réforme ont été envisagés. Je me propose de les présenter rapidement. Ce sont les résultats des concertations avec l'ensemble des parties prenantes. Pas sûr que ça puisse passer. Donc, premier axe, il s'agissait de définir et promouvoir des nouveaux modèles d'aménagement durable. J'y reviendrai. Deuxième axe, il s'agissait d'agir plus sur la norme et le fiscal, c'est-à-dire voir comment est-ce qu'on pouvait qui était engagé sur la voie de la sobriété foncière. Voilà.
Donc, s'agissant du premier axe, les membres du groupe de travail ont estimé qu'il était tout d'abord important de définir ce dont on parlait, c'est-à-dire de définir l'artificialisation, plutôt en référence d'ailleurs à l'atteinte aux fonctionnalités du sol, et aussi en veillant à ce que les espaces de pleine terre, en particulier les espaces de nature en ville, soient bien valorisés. Voilà. Donc cette définition a été proposée à la fois pour des outils de mesure et à la fois pour un éventuel travail législatif. Il a été aussi proposé de déployer à toutes les échelles de territoire des observatoires pour pouvoir bien mesurer l'atteinte des objectifs et mesurer la réalité du progrès quant à la maîtrise de l'étalement urbain. En particulier, un observatoire national de l'artificialisation a été conçu et mis en ligne. Il est d'ores et déjà consultable sur Internet et il permet, à partir des données fiscales notamment, d'évaluer la réalité de l'artificialisation sur son territoire. Toujours dans ce premier axe qui a trait plus au modèle d'aménagement, les ministres étaient assez attachés à ce qu'on valorise ce qui se fait déjà de bien sur les territoires, parce que beaucoup d'élus, beaucoup d'acteurs locaux se sont déjà investis, engagés en faveur de la sobriété foncière. On en aura un très bon exemple tout à l'heure avec Monsieur Perra. Et l'idée était de donner à voir ces démonstrateurs de la ville durable et de l'encourager via de l'innovation, notamment avec le programme d'investissement d'avenir qui est inscrit dans le projet de loi de finances. Voilà. Donc ça, c'était le premier axe de mesures proposées par le groupe de travail. Le second était d'ordre plus normatif, visant à davantage maîtriser l'étalement urbain et protéger des espaces naturels, agricoles et forestiers. Bon, le constat du groupe de travail était quand même, il y avait déjà beaucoup de choses dans la loi, depuis la loi SRU, les lois Allure, la loi Elan, les lois Grenelle. Il y a eu beaucoup de leviers qui ont été mis dans les textes du Code de l'urbanisme et du Code de l'environnement. Mais peut-être était-il nécessaire désormais de mettre une certaine forme de cohérence dans ces textes et de fixer le cap. Donc c'est précisément ce que propose le groupe de travail partenarial, c'est de fixer dans les documents de planification la trajectoire du zéro artificialisation nette, précisément en s'appuyant plutôt sur les documents de planification régionale, des SRADET, avec une déclinaison bien sûr dans les documents d'urbanisme, les SCOT, les PLU, et de davantage conditionner toute nouvelle ouverture à l'urbanisation à la bonne mobilisation préalable des gisements déjà artificialisés existants. On pense aux friches, on pense aux logements vacants, aux locaux vacants ou à tous les bâtis sous-utilisés. Voilà. Il y a eu aussi une proposition visant à stopper les projets de zones et centres commerciaux périphériques qui conduisaient à une nouvelle artificialisation dans l'attente de légiférer sur des critères visant à mieux les encadrer. Voilà. Donc, il y a eu une circulaire en la matière qui a été publiée en août 2020. Et enfin, il a été proposé d'agir sur le levier fiscal, notamment pour encourager tous les aménagements visant à recycler la ville sur la ville. Il y a eu notamment une proposition de réforme de la taxe d'aménagement ou des plus-values immobilières, voilà, qui est portée par le projet de loi de finances. Enfin, troisième axe de la réforme, il s'agissait aussi de pouvoir accompagner les territoires, et en particulier les collectivités, qui étaient déjà engagés sur la voie de la sobriété foncière. Donc en cela, les membres du groupe de travail ont fortement plébiscité le renforcement de l'ingénierie territoriale, au premier rang desquels les établissements publics fonciers. C'est d'ailleurs une des raisons de la présence de Laurane parmi nous ce soir. Et s'agissant des établissements publics fonciers, qu'ils soient locaux ou d'État, les acteurs ont souhaité préserver leur modèle, notamment leurs ressources financières, et puis encourager leur extension. Donc il y a en particulier une extension de l'EPF Lorraine sur l'ancienne région Champagne-Ardenne qui est désormais actée. Il y a aussi d'autres projets d'extension sur le territoire national. Laurane pourrait nous en parler s'agissant de son propre territoire. Au-delà de l'ingénierie, les acteurs ont souhaité qu'on renforce aussi les modalités de contrat entre l'État et les collectivités quand il s'agissait de sobriété foncière, en particulier pour les cœurs de ville et les périphéries urbaines. On parle notamment des opérations de revitalisation territoriale, les ORT, mais aussi des projets partenariaux d'aménagement, les PPA, pour lesquels des moyens supplémentaires ont été mis sur la table.
Enfin, des annonces ont été formulées par le gouvernement dans le cadre du plan de relance, une aide à la relance de la construction durable et un fonds friche dont nous pourrons parler tout à l'heure si vous le souhaitez. La lutte contre l'artificialisation des sols a été également mise en avant dans les conclusions de la Convention citoyenne pour le climat. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous prévoyez d'y donner suite ? Alors effectivement, la Convention citoyenne pour le climat s'est également saisie de ce sujet. Elle a formulé des propositions, pour être précis, 13 recommandations en faveur de la sobriété foncière, qui se trouvent être tout à fait cohérentes et concordantes avec les conclusions du groupe de travail partenarial. Donc, les deux groupes ont réfléchi séparément, mais arrivent finalement aux mêmes propositions, ce qui est plutôt rassurant. Ce qui nous a permis assez rapidement d'organiser des échanges entre les représentants de la Convention citoyenne pour le climat d'une part et d'autre part l'État, les parties prenantes et les parlementaires. Et nous en sommes venus à la conclusion que beaucoup de mesures n'étaient pas d'ordre législatif, mais pouvaient être mis en œuvre rapidement via une bonne adhésion des acteurs et une bonne démonstration de ce qui se fait bien sur le terrain. D'autres étaient plus du domaine de la loi ou du règlement, et ça peut du coup justifier une réforme. En l'espèce, des mesures législatives sont proposées par la Convention citoyenne pour le climat, que nous reprenons complètement à notre compte, sur la définition de l'artificialisation, sur la trajectoire de la sobriété foncière, sur l'urbanisme commercial, mais également sur des réversibilités de bâtiments. Et donc l'objectif est de pouvoir déposer un projet de loi Convention citoyenne pour le climat au premier trimestre 2021. D'accord. Et en ce qui concerne le plan de relance, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la manière dont ça va permettre d'accompagner les collectivités qui s'engagent en faveur de la sobriété foncière ? Tout à fait. Alors, comme je le mentionnais tout à l'heure, et vous m'invitez à le développer, plusieurs mesures ont été proposées par le gouvernement dans le cadre du plan de relance pour accompagner la sobriété foncière, en ayant à l'esprit que zéro artificialisation nette ne voulait pas dire arrêt de la construction. Bien au contraire, et surtout au lendemain du déconfinement qu'on espère imminent, l'objectif est bien de pouvoir accompagner la relance sur nos territoires qui passe notamment par le secteur de l'aménagement et de la construction. Toutefois, le gouvernement souhaitait bien insister sur le fait que la relance de la construction ne voulait pas dire construire n'importe où et n'importe comment, et il entendait, via les mesures de relance, accompagner les pratiques les plus vertueuses. Donc je détaillerai deux mesures en particulier. La première est intitulée l'aide à la relance de la construction durable. C'est ce qui figure sur la diapositive qui doit apparaître à l'écran. L'objectif est d'encourager les maires dans leur effort de construction sobre. Il s'agit en réalité d'une aide budgétaire forfaitaire qui sera attribuée à tous les maires pour les mètres carrés de logement qu'ils auront autorisés au-delà d'un seuil de densité fixé au niveau national. Donc ce seuil de densité ne sera pas uniforme sur tout le territoire, évidemment. Il sera défini par catégorie de communes en fonction de seuils de densité existants et de la caractéristique du parc bâti. Voilà. Ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que cette aide sera automatique, c'est-à-dire que les élus n'auront pas à déposer un dossier pour y prétendre. Elle sera calculée automatiquement à partir des données bancarisées dans Citadel, qui comprend toutes les données de délivrance des autorisations d'urbanisme, les dossiers éligibles étant les permis de construire déposés entre septembre 2020 et août 2021 pour la première session, et septembre 2021 et août 2022 pour la seconde session. Pour cette mesure, 350 millions d'euros a été réservé par l'État sur les 2 années. Voilà. Il y a une autre mesure importante dans le plan de relance qui est intitulée le fonds friche. Donc, en l'espèce, le fonds friche est doté pour sa part de 300 millions d'euros sur 2 ans, 2021-2022, et il comprend plusieurs volets. Alors, il y a un volet de 1 million d'euros. Cet appel à projet est déjà en ligne, et les candidatures sont attendues pour le 25 février 2021.
Et enfin, il y a un dernier volet qui est doté de 259 millions d'euros et qui vise à accompagner le recyclage foncier dans tous les projets d'aménagement urbain, de revitalisation de cœur de ville ou de périphérie urbaine, mais également de requalification à vocation productive, notamment pour la relocalisation d'activités. Donc sur ce dernier volet, le gouvernement a décidé d'une totale déconcentration auprès des préfets de région qui auront la main pour lancer ces appels à projets sur la base d'un cadrage national qui doit être mis en ligne à la fin de la semaine. Le principe est que finalement, il faut bien sûr recycler une friche. Il faut que l'aide soit attribuée pour des projets qui restent déficitaires malgré les autres subventions publiques et malgré les optimisations de programmation qui auraient pu être mis en lumière. Et enfin, il faut que le projet soit suffisamment mature pour justifier d'un engagement avant 2022. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Butlen, pour ce panorama bien complet. On va maintenant se tourner vers les territoires pour prendre un retour d'expérience concret. Monsieur Perra, pouvez-vous nous situer rapidement le contexte initial de votre ville à Nord et de nous expliquer pourquoi et comment vous avez peu à peu élaboré et mené des actions de régénération de la ville sur elle-même depuis, je crois, 30 ans maintenant? Oui, effectivement, je reprendrai un peu les propos précédents pour dire que j'ai cette chance, ce mérite peut-être d'être un ancien élu et d'avoir connu la période euphorique, c'est-à-dire la période où les plans d'occupation des sols étaient très open. C'est-à-dire que concrètement, on va dire, plus on mettait de zones constructibles et plus c'était bien. C'est-à-dire que le crayon allait très très loin. Donc on a connu une période qui a pénalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait marche arrière pour essayer de récupérer des espaces qui n'ont pas été... des espaces... Pas encore pour moi, ça. Petit souci avec le diaporama. Un petit problème technique. Donc, concrètement, cette mise en place justement d'extension a bouleversé l'organisation des collectivités. Dans les années 90, nous avons eu sur le département du Nord une opportunité avec le département d'avoir ce qu'on appelle des études cadres de vie. Études cadres de vie permettant d'accompagner les élus des territoires, les élus de chaque commune, pour se projeter à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et je crois que ça a été le déclic, notamment sur une commune comme la mienne, qui était composée au bas mot de 5 friches industrielles et d'une friche touristique. Ce qui veut dire que quand vous avez ces points noirs dans votre collectivité, c'est compliqué. C'est compliqué. Un point également qui a été abordé, ce sont les logements, l'habitat inoccupé, indécent, insalubre. Et dans les années 90-91, quand nous avons mené cette étude cadre de vie, le cabinet nous a fait remonter dans le visage, bien évidemment, tout ce qui n'allait pas. Plutôt que de se lancer de rénovation d'une place, refaire une voirie, refaire ça, plutôt de prendre en considération tout ce qui avait été chahuté, abîmé par le passé ou qui était inoccupé. Donc on a fait un gros travail de recensement avec un bailleur social pour faire ce qu'on appelle de l'acquisition-réhabilitation, pendant une 12aine d'années. Parallèlement à ça, le cabinet nous avait également mis sur la table les 5 friches, 3 friches en centre-bourg et 3 friches en périphérie. Toutes ces friches avaient une histoire du passé économique de la collectivité, soit sur le verre, soit sur l'acier, soit sur le tissage et le textile. Et donc, il nous a fallu prendre en considération. J'ai Laura Bailly en face de moi, mais ses prédécesseurs ont été à l'écoute des collectivités. Et je pense que ça, pour notre région, alors excusez-moi, je la laisse encore en Nord-Pas-de-Calais, puisque c'est une démarche d'aller vers la Picardie, ce qui est aussi un chemin à mener qui n'est pas si facile qu'on peut l'imaginer. Et donc, concrètement,
on a su avoir un partenariat avec l'EPF qui nous a accompagnés sur des acquisitions, avec non pas la volonté de faire à notre place, mais de faire avec nous. Et ce que je dis souvent, c'est qu'avant de traiter une friche, il faut avoir aussi un projet. C'est-à-dire pas traiter pour traiter, mais de se dire quelle nouvelle page d'histoire peut-on mettre en place ou écrire pour redonner une vie à ces espaces qui ont eu une vie précédente. Et donc on a décidé, on étant les conseils municipaux qui se sont succédés, de rendre plutôt à la nature toutes les friches périphériques. Donc dans le cadre de renaturation, régénération, etc. Et les friches qui étaient plus vers le centre-bourg, de leur donner une nouvelle vocation, et notamment une vocation plus tournée vers l'habitat. L'habitat avec une volonté de faire participer le maximum. Donc si vous pouviez avancer un petit peu. Merci, excusez-moi. Je vous en prie. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire, c'est-à-dire l'état dans lequel se trouvaient les 5 friches industrielles et la friche touristique. Ensuite, on a fait une programmation et on a traité sur des projets chaque friche, avec comme objectif d'associer aussi la population. Puisque le travail, c'est pas simplement les élus, un cabinet, et puis on fait avancer. Pour laisser en profil la possibilité d'avoir une résidence qu'on a construite par la suite, qui s'appelle la résidence du Bocage, et une école maternelle. C'est-à-dire que tout ce qui a été apporté a été prévu, programmé, de façon à donner de la cohérence. Également, un dossier qui est particulièrement intéressant, c'est celui de l'écoquartier, d'ailleurs pour lequel nous avons eu un label par le ministère, parce que justement, moi je n'avais pas réussi sur les autres friches à préserver la mémoire ouvrière. Quand je dis mémoire ouvrière, c'est-à-dire les corons. Et Laurane doit se rappeler que ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, il a fallu ferrailler, il a fallu batailler. Mais quand il y a la conviction et la volonté locale, après les services s'adaptent et trouvent aujourd'hui que finalement c'était intéressant de pouvoir échanger et de se projeter. Donc l'écoquartier aujourd'hui est opérationnel. On a pu garder la mémoire ouvrière, rénover, restaurer, réhabiliter le coron ouvrier pour permettre d'accueillir de nouvelles familles. Et derrière, toute la partie qui servait aux ateliers a été modifiée, traitée pour à la fois de l'économie, à la fois du loisir, de la vie associative, du sport, avec également la vie associative, notamment sociale et solidaire, pour tout ce qui concerne poulailler, rucher et autres activités jardin. Je pense que je dois m'arrêter parce que je suis un peu long. C'est ça ? Merci, Monsieur Perra. Mais on vous repassera la parole. Vous avez évoqué le soutien de l'EPF. Madame Bailly, donc vous êtes directrice générale d'un établissement public foncier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les missions de ces opérateurs et comment ils agissent auprès des collectivités en faveur de la sobriété foncière ? Oui, mais Monsieur Perra, que je salue et que je remercie, a déjà dit beaucoup de choses, en fait, de façon très concrète, avec les bons mots qui parlent aux élus. La première chose, et je pense en particulier aux nouvelles équipes issues des récentes élections municipales et intercommunales, vont s'attacher à définir leur projet de territoire. Et vont très vite se rendre compte que la clé du projet de territoire, c'est le foncier. Et que sans foncier, on n'arrive pas à mettre en œuvre ce projet de territoire. Le foncier, c'est le support des opérations d'aménagement, mais c'est aussi plein d'autres choses. C'est une fonction vivrière. Le foncier agricole, c'est ce qui nous nourrit. Mais beaucoup d'autres fonctions qu'on découvre petit à petit, qui font que l'époque que vous avez évoquée, où finalement le trait allait assez loin, c'est une époque aujourd'hui complètement révolue. Et je pense que là, tout le monde en a bien pris conscience, y compris la société civile, confère les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. On voit bien que ces sujets-là sont complètement appropriés. Le foncier, ça sert aussi à créer
créer du bien-être en ville notamment, sont des espaces de récréation. Ça sert aussi à accueillir la biodiversité. Ça sert aussi à gérer la question du réchauffement climatique. Ça sert aussi à préserver la qualité de l'eau, la qualité de l'air, plein d'autres choses. Et donc aujourd'hui, l'époque où on pouvait artificialiser sans trop se poser de questions est une époque révolue parce que c'est une matière première qui n'est pas renouvelable et qui est précieuse aujourd'hui. D'où les enjeux de la prise de conscience qu'il fallait avoir des politiques de sobriété foncière, ce qui n'est pas simple parce que ça oblige à aller à la reconquête de fonciers dégradés et ça c'est compliqué pour des collectivités. C'est compliqué parce que ça nécessite de l'expertise juridique, technique. C'est parfois assez... on est sur des sites qui sont difficiles à traiter, ça nécessite du temps long. Vous en êtes votre collectivité en est un excellent exemple, 30 ans de reconquête des friches, et puis ça nécessite de l'argent. La bonne nouvelle pour les collectivités, c'est qu'il y a des outils qui peuvent les aider à engager ces politiques-là. Et parmi cette boîte à outils qui est assez riche, il y a des outils réglementaires, il y a des outils fiscaux, mais il y a aussi des outils opérationnels. Et parmi ceux-là, il y a les EPF. Alors un EPF, c'est pas un prestataire de service, c'est un vrai partenaire. Là encore, je pense que votre exemple en est une parfaite illustration. On est aux côtés des collectivités. Partenaires, c'est pour le meilleur et pour le pire, et c'est le temps qu'il faut pour réussir à faire sortir les projets. C'est ça notre objectif. Les projets des collectivités, quand on travaille avec les collectivités, deviennent nos projets, et on va tous dans le même sens. De façon très concrète, alors l'EPF, il est né il y a 30 ans, en 90, à l'époque où le département engageait les études cadre de vie. Donc conjonction des planètes, comme on dit. Aujourd'hui, c'est 80 collaborateurs, un peu plus de 80 collaborateurs, 450 opérations en cours, dont 190 opérations en phase de travaux. J'insiste là-dessus parce que Jean-Baptiste évoquait l'enjeu de la relance économique. On est pleinement un outil de relance économique. Il faut aussi que les collectivités en aient parfaitement conscience. Pour l'EPF Nord-Pas-de-Calais, 190 opérations de travaux engagées, 24 millions d'euros de dépenses par an. 90% des marchés sont attribués à des entreprises, à des PME, qui sont bien souvent des PME locales. Tout ça dans le respect du Code des marchés. Mais ça montre aussi l'impact de la question de la requalification et du traitement de ces questions foncières sur l'activité économique. Faire du recyclage foncier, qui est notre cœur de métier, c'est aussi faire du développement économique et soutenir la filière du BTP. La soutenir 2 fois. La première fois en engageant des opérations de déconstruction et traitement de pollution. Et puis la deuxième fois, parce qu'on met sur le marché un foncier requalifié, prêt à accueillir une nouvelle opération. Donc deuxième effet positif sur l'activité économique. De façon très concrète, tout part du projet. J'ai une petite diapo qui permet de l'illustrer. Ça, c'est quelques photos qui montrent la diversité de notre action. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un EPF, c'est un couteau suisse qui permet de répondre à globalement tous les besoins des collectivités qui sont divers. Évidemment, on ne va pas faire la même chose à Anor ou sur une commune du littoral ou sur une toute petite commune rurale ou sur la métropole européenne de Lille. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est vraiment en capacité, en partant du projet de territoire, d'apporter des éléments de réponse à tous les enjeux des collectivités. Donc tout part du projet, et à partir de ce projet, nous, on va définir une convention partenariale avec la collectivité dans laquelle on va décrire le site sur lequel on va intervenir, les conditions de sa maîtrise foncière. La première chose qu'on fait, c'est qu'on achète le bien, on le met en sécurité et on le gère pendant toute la durée du portage. Éventuellement, on réalise des travaux de déconstruction, dépollution, requalification. Et puis à la fin du portage, qui peut être variable, tout dépend du projet, 5 ans, 7 ans, voire 10 ans pour les projets les plus complexes, on va revendre le foncier, retraiter, requalifier, soit à un opérateur, soit à la collectivité s'il s'agit d'accompagner un projet d'équipement public. Voilà en gros, de façon très résumée, le métier d'un EPF. L'EPF Nord-Pas-de-Calais a une spécificité, il est opérateur foncier, donc ça veut dire qu'il fait tout ça. Il est maître d'ouvrage des opérations de travaux de déconstruction et des pollutions. C'est important parce que ce sont des opérations qui sont complexes, c'est-à-dire non seulement on conseille, on accompagne, mais on fait concrètement sur le terrain. Et ça, c'est vraiment une plus-value très précieuse pour les collectivités qui sont souvent désarmées face à la complexité et qui ont du mal même à passer à l'acte et à se projeter, à imaginer même requalifier ce site parce que ça leur paraît tout simplement hors de portée. Et puis dernière chose, on est aussi un partenaire financier. Et sur ces questions de recyclage foncier, évidemment, c'est tout à fait essentiel puisque ce sont des opérations qui, par définition, sont déficitaires parce que les coûts de déconstruction des pollutions sont souvent très, très importants, très, très élevés. On parle de plusieurs millions d'euros parfois.
plus le temps du portage. Enfin voilà, l'équation économique est souvent très compliquée et l'EPF, il sert aussi, alors il n'est pas tout seul, hein, évidemment, l'enjeu il est bien d'aller chercher les bons financements au bon moment et travailler vraiment le fait levier des différents financements, mais on a un rôle aussi important pour essayer de trouver des réponses à des équilibres économiques très complexes, notamment pour sortir des opérations de logements sociaux, notamment sur des territoires détendus, là où il n'y a pas ou peu d'opérateurs. On a aussi ce rôle-là d'accompagnement financier, ce qui nécessite évidemment, et Jean-Baptiste le rappelait, des moyens financiers. C'est tout à fait essentiel. On a la chance d'avoir une ressource qui s'appelle la taxe spéciale d'équipement, à laquelle notre conseil d'administration est très attaché, monsieur Perra-Souris, mais tout simplement parce que c'est la condition de pouvoir accompagner toutes les collectivités sur tous les territoires, y compris les territoires détendus, parce qu'il y a une vraie difficulté, encore plus qu'ailleurs, à résoudre les équations économiques difficiles. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. Est-ce qu'on peut peut-être aller plus précisément sur le sujet de recyclage des friches et vous interroger, peut-être d'abord Madame Bailly, puis après Monsieur Perra, sur les difficultés rencontrées, les acteurs à mobiliser et les risques que porte ce genre d'opération? Alors, les friches sont des sites qui sont complexes. La complexité, elle est multiple. Elle peut être juridique, parce que parfois, on a des sites qui ont appartenu à des entreprises, qui sont encore là ou pas, qui font l'objet de processus de procédures de cessation d'activité. Il y a une vraie complexité juridique, une complexité technique, parce que ce sont des sites qui ont une histoire industrielle, à une époque où les préoccupations environnementales n'étaient pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Et donc, voilà, ces sites ont une histoire, et cette histoire, on la retrouve dans le sous-sol, avec tout un tas de pollutions diverses et variées, des massifs de fondation, que sais-je encore. Et ces sites-là sont évidemment difficiles à aller reconquérir. Monsieur Perra l'a bien expliqué, la base, c'est d'avoir un projet de territoire. S'il n'y a pas ça, quand bien même il y aurait un EPF, on n'arrivera pas à faire des choses intéressantes et intelligentes sur la durée. Tout part de là. Ce qu'il évoquait tout à l'heure, c'est aussi très intéressant. Il faut avoir une vraie stratégie dans le temps. Les friches périphériques, c'est pas du logement qu'il a souhaité y développer comme projet, c'est de la renaturation, parce que bien évidemment, il y a un enjeu à conforter les cœurs de ville, et là aussi à éviter des erreurs qu'on a pu commettre par le passé, et qui font qu'aujourd'hui, nos centres-villes, nos centres-bourgs sont en difficulté. Donc il faut avoir cette vraie stratégie planifiée dans le temps, prioriser les interventions. C'est aussi l'une des difficultés sur les territoires qui sont confrontés à des problématiques de friches, c'est que bien souvent, des friches, il y en a beaucoup. C'est le cas à Nord, mais c'est aussi le cas sur beaucoup de territoires qui ont une histoire industrielle. Et l'erreur serait de vouloir tout traiter tout de suite en même temps, et de mettre sur un marché qui en général est un marché détendu un nombre de mètres carrés trop important, et du coup finalement faire que ces opérations se cannibalisent entre elles. Il faut vraiment prendre les choses petit à petit, avec une vraie stratégie planifiée dans le temps, sur le temps long. Alors le temps du mandat, il n'est pas le temps adapté pour traiter les friches. Monsieur Perrin est un élu ancien, entre guillemets, ça n'a rien de péjoratif. Ce qui fait le succès de votre stratégie, c'est aussi cette capacité à avoir cette vision de long terme, avoir été précurseur à l'époque, et avoir cette vision de long terme, et avoir été en capacité de pouvoir petit à petit traiter les opérations les unes après les autres, avec un partenaire dans la durée, puisque c'est aussi l'intérêt d'un EPF, hein, c'est que nous, on est là sur le temps long et on accompagne le temps qu'il faut. La gestion du temps, alors un EPF, ça sert à gérer du foncier, mais j'ai coutume de dire que ça gère autant du temps que du foncier, finalement. Et c'est peut-être encore plus compliqué d'avoir cette bonne temporalité, cette vraie stratégie de gestion du temps, qui est aussi nécessaire que la vraie stratégie de gestion du foncier. Monsieur Perra? Oui, enfin, je pense que Laurent là a fait une très bonne analyse de la situation. Mais il est certain que, en tant qu'élu, quand on débute, on a besoin aussi d'un éclairage pour bien connaître, mieux connaître, et surtout se donner des pistes de travail, des orientations. À l'échelle, là, on est sur les packs de territoire au niveau des intercos, ce qui sera bien, ce qui va permettre aussi de mutualiser l'expérience des uns au profit de jeunes élus ou de nouveaux élus.
Bon, si je reviens sur la commune d'Anor, je crois que la stratégie a été de se dire, et cette opération 4 de vie a été pour nous vraiment une bouffée d'oxygène, mais également une bonne claque, hein, puisque derrière, c'est dit. Et après, il faut se donner un challenge, une programmation. Ouais. Vous l'avez dit, des friches périphériques, il faut les rendre à la nature. Il faut leur redonner une vie, mais peut-être pas dire la nature, on les met sous une cloche ou sous une bulle. Il faut aussi que la population puisse peut-être se réapproprier aussi les lieux, tout en respectant. Tout à l'heure, j'évoquais, lorsqu'on discutait avant de commencer l'émission, c'est que la philosophie dans la tête des élus a beaucoup évolué. Parce qu'aujourd'hui, on est sur l'esprit de régénération, de gestion différenciée, de valorisation de la faune, de la flore. Pourquoi tondre un espace à l'extérieur de la commune, alors que si on laisse pousser, on va pouvoir permettre à la faune et à la flore. Moi, je suis sur une commune qui a Natura 2000, Zico, ZNIEF, etc. C'est-à-dire qu'on a la totale. Mais ce qui veut dire que, certes, ça peut être parfois un peu pénalisant pour avancer, mais c'est aussi un atout pour permettre justement de valoriser. Et je crois qu'aujourd'hui, on arrive à une étape où, effectivement, les élus ont pris en considération que les friches ou les espaces délaissés peuvent aussi retrouver une valeur ajoutée à l'évolution. Il y a également quelque chose qui me semble important, c'est de mobiliser au maximum les acteurs locaux. Aujourd'hui, il ne faut plus qu'on travaille uniquement, je veux dire, en petit cercle fermé. Il faut aussi que la population s'approprie les projets et participe. Sur le dossier de la Verrie Blanche, j'ai été satisfait de voir autant de personnes qui se sont mobilisées parce que c'était leur enfance, parce que ceci, parce que cela, et qui retrouvaient le chemin de la discussion, les chemins de proposition, et c'est notre rôle. C'est-à-dire que aujourd'hui, la programmation, elle doit être faite. Et d'ailleurs, l'EPF, vous l'avez bien géré, puisque à certains moments, vous preniez à 100%, sauf pour les friches qui étaient plus en centre-bourg, où vous preniez à 80%, parce que on pouvait enchaîner derrière le projet. C'est ce que nous, on a utilisé. Hein, c'est à consommer sans modération, le PF. Hein, parce que c'est véritablement une stratégie de développement. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, ceux qui découvrent la commune d'Anor ne peuvent pas imaginer ce que c'était il y a 30 ans. Ne peuvent pas l'imaginer parce que ça semble naturel. Comme on dit, morceau avalé n'a plus de goût. Mais sincèrement, vous voyez, dans un mandat, enfin, dans les différents mandats que j'ai pu exercer, certainement d'avoir traité les 6 friches, c'est certainement la plus belle mission, d'avoir redonné à la commune et avoir transformé la commune, l'avoir métamorphosé. Bien sûr, en dehors du travail qui a été fait dans les écoles, du travail qui a été fait ici ou là. Mais je crois que justement, les communes les plus modestes peuvent apporter leur contribution. Effectivement, il n'y a pas que la Melle, il y a toute cette belle région du Nord-Pas-de-Calais. Et espérons que les Hauts-de-France seront bientôt sous l'égide de l'EPF. Hein. C'est aussi un travail à mener et sur lequel on espère avoir de satisfaction. Et justement, Monsieur Perra, avec le recul que vous avez sur votre territoire, est-ce que vous pouvez nous dire les limites que vous avez identifiées à la régénération de la ville sur la ville, à la renaturation, et nous donner quelques pistes pour l'avenir, pour ceux qui se lancent aujourd'hui sur des projets de ce type? Si vous voulez, les difficultés, c'est effectivement, c'est que quand vous regardez la friche, vous vous dites oui, mais comment? C'est beau. Oui, mais comment? C'est-à-dire, comment faire? Ouais. Et je crois justement, les difficultés, il faut les partager. Il faut les partager, il ne faut pas les aborder seuls. Là, moi, je me réjouis qu'au niveau gouvernemental, il y ait des investissements qui vont probablement permettre à certaines collectivités de s'engager pour des friches qu'on a un petit peu mis sur le côté. Hein, on préfère regarder ou rénover la place, ou faire une place, ou faire un gymnase, etc. Traiter une friche, c'est pas si simple que ça, parce que derrière, s'il n'y a pas d'opération d'habitation, ça peut rester modeste. Par contre, pour revenir à la question sur que faire, qu'améliorer, je pense qu'il faut
Il faut élargir probablement à l'intercommunalité, mais pas que. Mais pas que. Il faut aussi laisser le pouvoir à la commune de s'organiser, parce que c'est aussi un challenge à relever avec les habitants de la commune. Donc moi, voilà, ce que je regarde, c'est tout cela. Je l'ai dit tout à l'heure aussi en aparté, on est sur un territoire qui doit trouver des zones de compensation. Comme vous le savez, trouver des zones de compensation. Et par exemple, nous, sur un projet qui est cher à l'arrondissement d'Avesnes, c'est la RN2, la route nationale 2. Donc, on doit trouver 153 hectares de compensation. Et on est sur un territoire de parc naturel, donc depuis une vingtaine d'années. Comme je l'ai dit, on a été bon élève. On a fait énormément de choses dans le même esprit que le traitement des friches. Pour la reconquête au niveau de la préservation des haies, on a classé des haies, on a les mares, etc. Toute une série d'opérations menées avec le parc et qui nous ont permis d'être aujourd'hui dans une démarche propre. Et quand vous utilisiez le mot de sobriété foncière, ça me plaît bien, plutôt que la zéro artificialisation qui est un peu plus dure, un peu brute de décoffrage. Et j'ai trouvé même qu'on pourrait y ajouter la sagesse foncière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre ce qui se passait en 1980 ou 1990 et là, ce qui se passe en 2020, aujourd'hui, je pense que la quasi-totalité des élus sont convaincus qu'on ne peut plus qu'on ne peut plus s'étaler comme on l'a fait par le passé. Aujourd'hui, la densification, mais une densification intelligente. Vous voyez, sur notre commune, on a refait notre PLU, on est sur un PL8. On a décidé de modifier ce que l'on ne faisait pas. C'est-à-dire qu'avant, quand il y avait un aménagement, c'était en front à rue. C'est-à-dire que les maisons étaient construites le long de la rue. On ne construisait pas sur une parcelle. Aujourd'hui, pour limiter les investissements, c'est-à-dire l'eau, l'assainissement, le gaz, etc., on travaille sur des parcelles. C'est-à-dire qu'on densifie, on garde la proximité. Ça évite aussi de faire des trottoirs, l'éclairage public et tout le tintouin. Donc, ce qui veut dire que concrètement, aujourd'hui, il y a une méthodologie, et je pense qu'au niveau gouvernemental, les points sont bien pris en considération et devraient permettre de faire évoluer grandement la situation. Oui, très intéressant. Et pour élargir un peu le focus, Madame Bailly, vous travaillez sur des territoires plus larges, des tissus et des secteurs d'activité variés. Est-ce que vous pouvez nous apporter vous aussi un éclairage sur les points de vigilance et les pistes de solutions que vous avez identifiées? D'une façon générale, sur l'ensemble des territoires. Bon, la première typologie qu'on peut dessiner, c'est la différence assez marquée entre territoire tendu et territoire détendu, avec des problématiques qui sont évidemment assez différentes. Sur les territoires détendus, on en a déjà beaucoup parlé, mais l'enjeu, il est vraiment la question de la gestion du temps, cette stratégie de priorisation, le développement d'usages temporaires ou transitoires aussi, parce qu'il y a des friches qui ont vocation à être renaturées, mais peut-être pas définitivement. Le foncier, c'est une gestion dynamique. Il faut pouvoir imaginer d'autres usages et puis se dire que peut-être dans 10 ans, le projet changera parce que le territoire sera sur une autre dynamique, les choses vont très vite. La demande sociale aura évolué. Donc c'est cette capacité à être agile finalement, et à la fois stratégique et tactique dans la façon dont on gère ces sites-là. Sur les territoires tendus, on rentre sur des questions, sur d'autres équations, et notamment le sujet là qu'on voit arriver, c'est le hiatus, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais notamment sur les métropoles sur lesquelles la ressource foncière est de plus en plus rare, où les opérateurs se font une concurrence de plus en plus exacerbée, qui induit une très forte augmentation du prix du foncier. Sur la métropole européenne de Lille, c'est manifeste en ce moment, les prix ont tendance à exploser. Et du coup, pour avoir des charges foncières admissibles, il faut aller vers plus de densité. Sauf que dans le même temps, on voit bien que la demande sociale, elle a évolué. On voit bien que les projets politiques, du coup, s'adaptent aussi à cette demande sociale qui se tourne vers une demande de plus de nature en ville.
peut-être moins de densité, mais qu'est-ce que ça veut dire densité? Il y a un vrai travail de pédagogie à faire en direction de la population, parce que la densité, ça peut être très agréable à vivre aussi, dès lors que le projet urbain est bien conçu, que le projet architectural est bien pensé. Donc voilà, ça va être ce hiatus entre des opérateurs qui se positionnent à des niveaux de prix de foncier très élevés, et puis des collectivités qui pourraient être tentées de refuser des permis, parce que, considérant que le projet qui leur est soumis est un projet trop dense au regard d'attentes sociales qui s'expriment aujourd'hui fortement. Il y a un champ là à travailler collectivement et avec les collectivités et avec les opérateurs pour essayer de trouver des solutions à cette équation qui va être complexe, faute de quoi l'effort nécessaire de construction, en particulier sur les territoires tendus, pourrait être mis à mal. Il y a une vraie nécessité de pouvoir sortir très vite des opérations de construction de logements parce qu'il y a des besoins et parce qu'il y a des enjeux de relance économique. Et aujourd'hui, moi j'ai un peu cette crainte-là, mais bon, il faut qu'on trouve les solutions. Les EPF peuvent être porteurs de solutions, je trouve, pour essayer d'apaiser et de trouver les bons modèles, les bonnes équations économiques et la bonne temporalité pour gérer ces questions-là. Oui, Jean-Baptiste Butlen, votre retour sur tout ce que vous venez d'entendre là? Écoutez, bon, je trouve que les retours d'expérience étaient très enrichissants et nous permettant une certaine forme d'optimisme. Voilà, et je pense que le cap donné par le gouvernement est désormais bien clair. Maîtriser l'étalement urbain, réduire l'artificialisation des sols, ou en tout cas engager une certaine forme de sobriété ou de sagesse foncière, pour reprendre vos propos. Je pense qu'en cela, nous sommes inspirés par des pionniers comme vous, Monsieur Perra, et on ne peut que vous en remercier. Puis on est aussi éclairé par des experts comme Laurane, dont les propos étaient on ne peut plus limpides quant à la politique foncière. Moi, je pense que de ces propos, on peut retenir quatre grandes idées, sans paraphraser ce qui a été très bien dit par mes deux collègues. La première, c'est que derrière tout ça, il y a une volonté politique. C'est-à-dire qu'on ne fait rien quand les élus qui exercent les compétences d'urbanisme et d'aménagement ne veulent pas y aller, et que cette volonté politique, elle se nourrit nécessairement d'une vision. Donc on voit bien, Monsieur Perra, que la sobriété foncière est la brique d'un grand tout qui est finalement une forme d'écologie territoriale. C'est-à-dire que voilà, on préserve le foncier comme on préserve des continuités écologiques ou le cadre de vie des habitants. Et donc de ce point de vue-là, je pense que on incarne une vision politique par ce projet. Le deuxième point, c'est ce que disait Laurane, c'est qu'il faut nécessairement partir d'un projet. Et un projet, c'est aussi très basiquement du foncier qu'on diagnostique, une programmation urbaine, peut-être un déficit économique qu'il faut combler quand on est sur du recyclage, et peut-être une bonne échelle de programmation de ce projet. Voilà, la troisième idée, c'est que le projet il s'inscrit nécessairement dans une stratégie d'intervention sur le temps long. Ça, je pense que c'est vraiment important de l'avoir en tête, et je pense qu'on en a pris toute la mesure au niveau de l'administration centrale, parce qu'on est sur des sujets voilà, qui s'inscrivent sur plusieurs années, au-delà d'un mandat, et qu'il a bien été mis en évidence qu'il était plus complexe et plus coûteux de recycler la ville sur la ville que d'étaler. Et puis le dernier sujet, je pense que qui a vraiment été mis en lumière par les propos de Monsieur Perra, c'est que en l'espèce, on parle de la fabrique urbaine, donc on parle aussi de l'humain derrière. Et donc, on ne peut pas mener ces projets sans mobiliser les acteurs locaux, sans une forme de concertation, sans être en adéquation avec les aspirations de la population. Je pense que c'est essentiel pour l'appropriation du récit territorial. C'est aussi essentiel par rapport à des aspirations de nos concitoyens qui, culturellement, ont peut-être envie d'avoir un pavillon individuel avec jardin, ou qui, comme le disait Laurane, ont une certaine forme d'aversion pour une forme urbaine qui serait vécue comme trop dense, surtout dans le contexte où chacun a envie plutôt d'un espace extérieur. Et donc je pense qu'en travaillant avec nos concitoyens, on peut réfléchir à la ville de demain en innovant sur des formes urbaines qui soient plus denses et plus désirables. Voilà. Oui, surtout dans le contexte actuel qui a bien remis l'accent aussi sur le besoin d'accès à des espaces extérieurs. Merci à vous trois. On a le temps de prendre quelques questions des auditeurs. Il nous reste une dizaine de minutes. J'ai une première question, un auditeur qui demande si le fonds Friche, fonds hors ADEME, n'est ouvert qu'aux aménageurs. Je suppose que c'est pour Jean-Baptiste Butlen.
Alors, le fonds friche est ouvert à tout acteur, maître d'ouvrage, recyclant une friche. Donc, c'est peut-être une collectivité ou un opérateur d'une collectivité, qui soit aménageur public ou privé. C'est peut-être un aménageur en lui-même. C'est peut-être aussi un opérateur foncier qui dépose le projet dans le cadre d'une convention avec une collectivité. Ce peut être aussi un aménageur privé, effectivement, dès lors qu'effectivement il y a un accord de la collectivité et que ça ne remet pas en cause l'équilibre général d'une concession d'aménagement, par exemple, lorsqu'il a répondu à un traité de concession d'aménagement. Mais globalement, l'idée est de pouvoir accompagner tous les maîtres d'ouvrage, tous les porteurs de projets qui s'engagent en faveur du recyclage d'une friche. Ok, merci. Et alors, on va prendre une deuxième question. Donc, un auditeur qui nous demande, dans le cadre d'opérations de réhabilitation ponctuelles de logements vides et dégradés, qui ne font pas l'objet d'une grande opération, est-ce qu'on peut avoir quelques éléments sur vos retours d'expérience ? Qui fait quoi? Comment on couvre les déficits? Peut-être Madame Bailly. On a beaucoup parlé des friches, mais effectivement, ce genre de sujet fait aussi partie des opérations sur lesquelles l'EPF intervient de longue date. On est historiquement très présent, notamment sur les quartiers anciens dégradés de la métropole et des agglomérations, Valenciennes et beaucoup d'autres. Ce sont des opérations qui sont elles aussi complexes. Alors, pas techniquement, il n'y a pas d'enjeu de pollution. Mais par contre, de façon très concrète, c'est un travail dans la dentelle qui nous conduit à acheter parfois des centaines de maisons. La typologie chez nous, c'est de l'habitat ouvrier, résultant de la grande épopée industrielle du 19e siècle. Un habitat qui a plus ou moins bien vécu, très dense pour le coup, parfois dégradé, avec une population très paupérisée. Un habitat qui a une valeur, comment dire, on peut penser limitée, mais qui a une vraie valeur d'usage. C'est-à-dire que c'est un habitat qu'on ne peut pas acheter pour rien, puisque les gens qui y vivent, il faut qu'ils se relogent. Donc ce sont des opérations qui structurellement sont extrêmement coûteuses et très longues. Quand on achète plusieurs centaines de logements un par un, à l'amiable de façon privilégiée, mais parfois avec des procédures plus coercitives, une opération comme ça, on ne la sort pas en moins de 10 ans. Et donc, c'est particulièrement intéressant pour une collectivité de travailler avec un EPF dans ces conditions-là, puisque, je le disais, on gère le temps. Et puis, on peut être aussi une solution à des équations économiques complexes. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'EPF, c'est un outil formidable. Alors, je ne suis pas très objective, mais je le pense très sincèrement, pour le vivre au quotidien et pour entendre les élus en parler avec autant d'enthousiasme que moi, je pense. C'est vraiment un outil formidable, mais il n'a pas la solution à tout. Nous, on est un maillon de la chaîne de l'aménagement, on intervient très en amont, mais si après nous, ou en même temps que nous, il n'y a pas l'opérateur, l'aménageur, qui peut gérer la question de la réhabilitation de ces logements, on n'y arrive pas. Donc, j'invite aussi les collectivités à faire usage de l'EPF autant, je ne sais plus quelle formule vous avez utilisée, monsieur Perra, mais à consommer sans modération l'EPF. J'aime bien cette formule, tout comme la sagesse foncière, j'aime beaucoup, j'ai noté. Je recyclerai la formule. Mais j'invite aussi les collectivités à se doter des outils ou à travailler avec les outils existants pour traiter ces sujets-là. J'ai l'exemple d'un partenariat extrêmement efficace avec la Fabrique des quartiers, qui est une SPLA, et avec laquelle on travaille en parallèle au quotidien de façon très fluide. Nous, on fait le portage foncier, on apporte notre ingénierie, on apporte aussi des moyens financiers, et eux, voilà, ils se chargent des questions de de relogement des personnes, ils réhabilitent, ils commercialisent, et en faisant travailler tous les bons acteurs de concert, on arrive à faire des choses formidables. Donc voilà, comme le disait Monsieur Perra, il faut vraiment s'ouvrir et bien travailler avec tous les acteurs. Monsieur Perra, votre vision de collectivité. Deux exemples, toujours avec l'EPF, l'écoquartier de la Verrie Blanche, donc une friche qui était particulièrement importante. Donc l'EPF a racheté l'ensemble du site et a rétrocédé assez rapidement à la commune, en sachant et toujours le projet. C'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé sur la Verrie Blanche, enfin, on n'a pas commencé à travailler quand on était propriétaire, enfin, via l'EPF propriétaire. On avait déjà fait une démarche avec le bailleur social qui allait reprendre. Ça veut dire que concrètement, le bailleur social savait déjà quel type de logement il pourrait faire,
quel tarif il pourrait faire, où il pourrait aller chercher des financements, comment la collectivité pourrait l'aider. Donc on a pu, sur un coron, donc 10 logements qui ont été ramenés à 7, avec du confort, avec un garage, avec un espace, une petite terrasse, avec du jardin, et puis vraiment un confort. D'ailleurs, le préfet Lalande, quand il s'est rendu sur place, a dit même les animaux sont heureux, parce qu'il a trouvé que tout le monde était au diapason dans cette visite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième aussi, qui est formidable, mais toujours pour notre interlocuteur, enfin pour l'auditeur, là, c'est il faut qu'il y ait un projet. Je vais prendre parce que vous les avez probablement oubliés. On avait identifié sur la commune des logements vacants, qui étaient vacants depuis trop longtemps. Donc, on s'est intéressé, on a vu notre bailleur social en amont, on a travaillé dessus. Après, on est allé vers l'EPF, qui a diversifié sa façon de travailler et qui a fait l'acquisition des 2 biens pour le compte de la commune. Mais nous, on n'attendra pas les 5 ans, puisque comme la Vénoise était le bailleur social était intéressé, l'avantage aussi de l'EPF, c'est que comme c'est un logement social, le tarif, l'acquisition est rétrocédé à un prix inférieur au prix d'achat. Donc, c'est pour arriver à une opération équilibrée. Ce qui veut dire que concrètement, aujourd'hui, l'EPF est un aménageur en partenariat avec la collectivité. À partir du moment où on est crédible, c'est de la crédibilité d'un projet. Alors bien évidemment, les EPF, je pense qu'il n'y en a pas en France, il n'y en a pas partout. Alors, malheureusement, hein, non mais je le dis parce qu'effectivement, 80% de la population est couverte quand même. Ouais, mais il est certain. Si vous avez ce partenariat, tout à l'heure on parlait d'expérience, mais si vous êtes tout seul pour gérer un tel dossier, c'est pas aussi simple que ça. D'autant plus qu'on s'adresse quand même à des logements qui, sur le plan patrimoine, représentent de la valeur et qu'on veut pas laisser partir, parce qu'on peut les laisser. Puis à un moment, il y a un mur qui va s'effondrer, il va falloir abattre. Non. Donc l'idée, l'objectif, c'est véritablement de faire en sorte que par le partenariat, on puisse avoir un projet derrière qui sorte. On a peut-être le temps de prendre une autre question. Donc, un auditeur nous pose une question d'actualité. Il nous dit que l'aspiration à un habitat individuel a été renforcée avec la crise sanitaire. Comment raisonner cette aspiration avec les exigences de sobriété foncière? Je pense que Jean-Baptiste Butlen. On a effectivement mené un certain nombre de sondages vis-à-vis de nos concitoyens pour savoir comment ils vivaient leur logement au sortir du confinement. Et de façon incontestable, un certain nombre d'entre eux, surtout ceux qui sont mal logés, ont souligné leur besoin d'un espace extérieur et leur rêve, si je puis dire, d'un pavillon individuel avec jardin. Donc c'est ressorti quand même assez fortement. Dans le même temps, quand on creuse la réflexion avec eux, déjà ils font une dichotomie entre leur aspiration quand ils sont confinés et la réalité des choix qu'ils font quand ils sont déconfinés. Donc ça déjà il y a une dichotomie. Et ensuite ils reconnaissent que finalement le pavillon avec jardin a aussi un certain nombre de désagréments. C'est-à-dire que déjà en termes de coûts complets, il faut y intégrer des coûts de déplacement et c'est loin d'être négligeable pour les ménages. Ils indiquent également que finalement, s'il y a le gros avantage d'avoir un extérieur, il peut aussi y avoir un éloignement des emplois, des services, d'un certain nombre de commerces. Et donc, du coup, c'est pas non plus n'importe quel pavillon individuel qui est dans ce cas-là plébiscité, c'est celui qui est plutôt dans une centralité où il y a déjà tout ça. Et puis, in fine, ils disent que en réalité, ils sont plutôt bien là où ils sont en réalité, mais ce qu'ils aimeraient, c'est peut-être effectivement avoir non pas une densité, parce que le terme est affreux, mais avoir en tout cas une intensité urbaine qui soit heureuse, c'est-à-dire avoir des espaces publics peut-être plus généreux, peut-être des formes urbaines avec balcons plus souvent, la proximité des transports, et finalement ce que les Belges appellent la ville du quart d'heure, quoi. Voilà. Donc on voit bien que finalement, entre une demande un peu automatique sur le vif, dans une période très singulière que nous vivons, et la réalité du cheminement de nos concitoyens par rapport à leur cadre de vie, il y a
toute une gamme de réponses possibles. Ce qui est clair, c'est qu'en tout état de cause, on ne fera rien sans nos concitoyens et qu'on ne peut pas imposer des modèles venus d'en haut d'une façon technocratique. Ça, c'est clair. Une invitation à raisonner davantage en termes d'usage que de forme urbaine, finalement. Pavillon individuel, c'est comme ça qu'on reformule ce qu'on comprend de la demande. Si on creuse, effectivement, la question, c'est l'usage. Ce que veulent globalement les gens, et j'en fais partie, c'est effectivement pouvoir avoir des espaces de nature, alors qui peuvent être un tout petit jardin, surtout quand on a des enfants. Mais c'est pas forcément un espace de nature dont on soit propriétaire, parce que c'est aussi très contraignant de devoir entretenir un petit jardin quand on n'a pas beaucoup de temps et quand on n'a pas la main verte. Un espace public extérieur à proximité du domicile, à 5-10 minutes de là où on habite, ça rend le même usage. Et c'est tout aussi bien, et c'est sûrement, enfin c'est bien souvent beaucoup mieux parce que entretenu par des jardiniers professionnels. Enfin moi j'ai beaucoup plus de plaisir à me promener dans un parc pas très loin de chez moi que dans mon jardin qui ressemble à pas grand chose parce que je suis pas très douée, j'ai pas le temps. Donc faut vraiment travailler cette question des usages, ce qui permet de sortir de discours un peu simplificateurs et qui appauvrissent un petit peu la réflexion. Donc moi c'est une invitation aussi à creuser ces questions-là et puis à mettre en perspective toute cette demande en rappelant aussi que la demande et les besoins, ils évoluent en fonction de l'âge. À un moment, on peut, parce qu'on a des enfants en bas âge et qu'il faut qu'ils courent un peu partout et c'est bien normal, on a peut-être besoin d'avoir effectivement le jardin pas trop loin. Quand on prend de l'âge, la question de l'intensité, la proximité des services, c'est tout à fait indispensable. Donc voilà, une invitation aussi à travailler les parcours résidentiels et à sortir de ces schémas un peu simplificateurs qui me paraissent un petit peu dépassés, si je puis me permettre. Oui, donc repartir vraiment des besoins et pas présupposer des solutions, en fait, comme le pavillon individuel. Quand vous habitez dans un milieu rural comme le mien, effectivement, on n'a pas les mêmes préoccupations, puisque les gens ont la nature au pied de leur porte, quoi. Oui. Par contre, ce que nous essayons de faire, c'est de limiter la gourmandise. Parce que dans les territoires ruraux, quand il y a moins de contraintes, et le prix du mètre carré de construction n'est pas le même que dans la métropole lilloise ou à Paris, donc les gens ont tendance à prendre des arts en plus pour avoir un périmètre assez important. Donc là, au niveau des PLU, on a resserré, c'est-à-dire qu'on a redimensionné. Voilà, on a redimensionné pour que le pavillon, éventuellement avec le petit bout de terrain, etc., puisse continuer d'exister, mais plus à l'échelle de ce qui était par le passé. Parce que avant, c'était on achète la maison, le terrain, plus de 2 hectares pour mettre les chevaux et les ânes, etc. Donc aujourd'hui, on est plus à lutter contre la gourmandise des porteurs de projets ou des personnes qui veulent construire. Après la sagesse, la frugalité. Et bien, donc sur ces mots, on va conclure cet échange sur la lutte contre l'artificialisation des sols. Merci beaucoup à nos 3 intervenants. Laurane Bailly, donc je rappelle que vous êtes directrice générale de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais. Jean-Luc Perrat, je rappelle que vous êtes maire d'Anor. Et Jean-Baptiste Butelaine, je rappelle que vous êtes sous-directeur de l'aménagement durable à la DGLN au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans le cadre de cette édition digitale du Salon des maires. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.